L'AVC, c'est quelque chose de complexe. D'une part, c'est à la frontière entre deux disciplines qui sont la neurologie, plutôt pour les conséquences, les symptômes, et la cardiologie, le cardiovasculaire, pour tout ce qui est cause des accidents vasculaires. Il y a tout un tas de différences au sein de ces accidents vasculaires. On en a de deux types. AVS avec Philippe Robichon. AVS pour À votre santé. Alors vous savez, cette année on a changé d'horaire, on parle de santé. À l'heure du déjeuner sur Beurre FM, j'ai invité le docteur Mathieu Bernard. Bonjour doc. Bonjour Philippe. Alias le docteur Punta, cardiologue, hypnopraticien et spécialiste du stress. C'est toujours ça. Voilà, ça fait plaisir de vous voir après cette longue trêve estivale. Plaisir partagé. Vous avez passé de bonnes vacances, doc? Excellente. Bien, vous avez mis votre cœur au repos, vous en avez profité pour faire du sport? Pas trop de sport, non, c'est la reprise là maintenant. D'accord, c'est-à-dire que c'est à la rentrée que vous vous y mettez. C'est ça. Le docteur Walid Mekedem est avec nous. Bonjour docteur. Bonjour Philippe. Médecin généraliste à Paris, très présent sur les réseaux sociaux. Et il y a une nouveauté à la rentrée. Exactement, de laquelle on doit parler aujourd'hui. Alors, on va parler des deux nouveautés pour ce qui vous concerne, mais déjà, vous avez changé de nom sur les réseaux sociaux. Vous vous êtes réapproprié votre nom. Exactement, je me suis dit que c'était le bon moment. Septembre, rentrée, nouvelle idée de vidéo, nouvelle ligne de vidéo. Après avoir longtemps regardé un pseudo sur les réseaux. Donc Avicenne, pour ceux qui vous suivent. Voilà. Exactement, on va dire fort de mon expérience entre guillemets sur les réseaux et puis de mes pratiques, j'ai décidé de prendre mon nom tout simplement pour avoir ce côté un peu sérieux sur les vidéos qui attire l'œil sur les sujets médicaux pour que les gens puissent cliquer quand ils ont un motif de recherche justement sur YouTube ou Google. Le docteur Walid Mekedem, nous allons parler de l'AVC ce matin et de sa prévention. Alors on ne va pas faire des promesses ce matin, mais c'est vrai qu'on pourrait prévenir un certain nombre d'AVC, docteur Mathieu Bernard. On peut en prévenir un certain nombre. Alors l'AVC, c'est quelque chose de complexe parce que d'une part, c'est à la frontière entre deux disciplines qui sont la neurologie, plutôt pour les conséquences, les symptômes, et la cardiologie, le cardiovasculaire, pour tout ce qui est cause des accidents vasculaires. Et ensuite, il y a tout un tas de différences au sein de ces accidents vasculaires. On en a de deux types. Les accidents vasculaires ischémiques, qui concernent 80% des accidents vasculaires et qui traduisent en fait un bouchon dans une artère du cerveau. Et les accidents vasculaires hémorragiques, 20%, 15 à 20%, qui traduisent, eux, un saignement d'un vaisseau. Donc, à l'origine des AVC, donc, c'est un problème de circulation, finalement, du sang. C'est un problème de circulation. Ouais. La localisation, parce que beaucoup pensent que ça pourrait être une maladie cardiaque, mais non. Hein. Non, alors, l'accident vasculaire cérébral ischémique, c'est l'infarctus du cerveau. Donc, l'infarctus du cœur, c'est une artère du cœur qui se bouche. L'AVC ischémique, c'est la conséquence de l'AVC. Donc, c'est aussi une artère qui se bouche et la conséquence, c'est un infarctus du cerveau. Alors, c'est très courant, hein, puisqu'on dit qu'une personne sur 4 ou 5 fera un AVC dans sa vie. Hein, donc, c'est plus que le cancer, en fait, finalement. C'est plus que le cancer pour les femmes, surtout. C'est, en termes de mortalité, en tout cas, c'est la première cause de mortalité pour les femmes devant le cancer du sein. Classiquement, on dit plutôt un homme sur 5 et plutôt une femme sur 4. Et c'est à peu près 120 à 140 000 accidents vasculaires par an. Docteur Mekedem. Oui, juste pour faire un petit peu plus large, le docteur a parlé d'infarctus du cerveau. C'est vrai que dans l'esprit des gens, infarctus égale cœur, mais il faut savoir que AVC égale infarctus du cerveau, mais on peut avoir aussi des infarctus au niveau des jambes, quand on fait de l'artérite, on peut en avoir dans d'autres parties du corps. Tout est une histoire de tuyauterie. Des tuyaux bouchés peuvent engendrer par la suite des infarctus, peu importe justement la localisation dans le corps, avec toutes les conséquences qui vont avec. D'ailleurs, ça veut dire quoi, infarctus, d'ailleurs? Est-ce que ça a une signification particulière ou pas? Alors, je ne sais pas s'il y a une étymologie particulière. Oui, non, en étymologie. En étymologie, oui, mais bon, on va regarder. Plus latiniste depuis longtemps. On va regarder on va demander au cher Google pendant la pause. Alors, je vous ai demandé, docteur Bernard, s'il y avait des examens qu'on pouvait faire aujourd'hui pour déjà peut-être pouvoir détecter des risques d'AVC. Qu'est-ce qu'il existe aujourd'hui? Alors, il existe principalement deux choses en matière de dépistage, dont l'une qui est faite au quotidien par un tas de personnes qui sont porteurs de montres connectées. Les montres connectées qui ont des mécanismes de détection d'arythmie, puisque l'arythmie est l'une des causes d'accidents vasculaires ischémiques, et encore pas toutes les arythmies. Alors l'arythmie, pour tout le monde, l'arythmie, c'est un terme générique qui désigne des irrégularités dans le rythme cardiaque. Au sein de ces irrégularités, il y en a
Une principalement qui s'appelle la fibrillation auriculaire, qui elle est à risque de formation de caillots dans le cœur, et si ce caillot se décroche et part dans la circulation, il peut monter au cerveau, mais il peut, comme le disait mon cher collègue, partir dans le foie, dans la rate, dans les poumons et entraîner d'autres infarctus. Donc ça, ce sont les montres connectées, docteur Mekadem. Pour revenir sur le terme de arythmie, on parle de rythme, enfin de fréquence. Faut pas que les gens confondent, parce que des fois, quand les gens ont le cœur qui s'emballe un peu et qui va un peu vite, ils pensent qu'ils font peut-être de l'arythmie. Or, le docteur a bien parlé d'irrégularité. En fait, j'ai du mal à l'expliquer avec des mots, mais en fait, ça fait pas toum, mais tout. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais par définition, et on a fait une émission, docteur Bernard, là-dessus, le cœur n'est pas régulier quand il bat. Non, c'est une erreur de penser qu'il bat à la même cadence. S'il est vraiment régulier, c'est plutôt un signe de mauvaise santé. Ouais. Mais on a une irrégularité qui est physiologique, qui est liée à la respiration. Donc la respiration influence le cœur et varie la fréquence cardiaque, mais on a des irrégularités pathologiques, et ça on les dépiste sur quoi ? Eh bien sur les électrocardiogrammes. C'est vraiment l'examen qui nous permet de faire la différence, de confirmer en tout cas si cette arythmie elle est physiologique ou si elle est pathologique. Et maintenant les montres connectées qui ont en plus la fonction électrocardiogramme peuvent permettre aussi de faciliter le diagnostic. Donc c'est pas un gadget. Non, c'est pas un gadget. C'est utile. Quand c'est arrivé sur le marché, les cardiologues se sont dit c'est pas possible, on va être envahi de consultations inutiles. Et c'est plutôt l'inverse qui se produit. C'est-à-dire que maintenant on a tendance à les recommander à certains patients pour leur surveillance ou pour faciliter les diagnostics. Alors deuxième examen qu'on peut recommander. Deuxième examen que l'on peut recommander, c'est ce qu'on appelle l'écho-Doppler des artères du cou, des troncs supraortiques. Donc c'est le même examen que celle dont bénéficient les femmes enceintes pour regarder le bébé, sauf qu'on vient l'appliquer sur les vaisseaux du cou, et on sait qu'il y a un risque augmenté de faire un accident vasculaire cérébral si on a les artères du cou encrassées par ces fameuses plaques d'athérome qui contiennent tout un tas de choses, y compris du cholestérol. Et en fonction du degré de rétrécissement occasionné par ces plaques, on va ou non mettre un traitement préventif. Les gens qui souffrent de ces rétrécissements ont des symptômes, c'est symptomatique, on le sait ou pas du tout ? C'est symptomatique si ça cause un accident vasculaire cérébral, mais dans ce cas-là on n'est plus dans de la prévention primaire, c'est-à-dire avant que les problèmes n'arrivent, mais après, et ça entraîne des symptômes quand on est à un stade très évolué de la maladie, c'est-à-dire quand on a un rétrécissement qui excède 70 voire 90% de l'artère. On va parler des signes avant-coureurs. On dit que l'AVC, c'est une maladie qui prend par surprise, et pourtant il peut y avoir des signes avant-coureurs, et ce, jusqu'à 1 mois avant un AVC. Oui, parce qu'on a dans l'entité notamment accident vasculaire ischémique, donc l'accident vasculaire qui se produit par un bouchon dans une artère. On a ce qu'on appelle des accidents ischémiques transitoires, c'est-à-dire que les symptômes vont durer moins d'1 heure et être résolutifs. Et ça, c'est un signal d'alerte en fait. C'est-à-dire qu'il est en train de se passer quelque chose, et si on ne fait rien, si on n'est pas attentif à ces symptômes, si on les traite par le mépris, eh bien, dans les semaines qui viennent, ça peut aboutir à un véritable accident vasculaire, où cette fois-là, ce ne sera pas transitoire, ce sera permanent, c'est-à-dire que l'artère se bouche, et si on n'agit pas dans les 4h30, le tissu cérébral se met à mourir et entraîne des conséquences qui sont plus ou moins réversibles. Ouais, c'est-à-dire que c'est pas parce que c'est passé que ça ne reviendra pas. Voilà, que ça ne reviendra pas, c'est ça. C'est pas, on n'est pas sorti d'affaire, docteur Mekadem. Petit signe d'alerte pour les AVC, mais toutes les autres artériopathies. Signe qui est souvent négligé, c'est la dysfonction érectile chez les hommes d'un certain âge qui ont un terrain vasculaire, c'est-à-dire des hommes par exemple en surpoids, tabagiques, avec l'hypertension, du diabète. Chez ces personnes, si on a des problèmes d'érection, d'installation, on va dire progressive, avec une perte des érections nocturnes par exemple, eh bien on peut se poser la question justement d'une histoire de tuyauterie, de tuyaux bouchés, d'artériopathie, et souvent ça peut être un signe d'alerte à la fois pour les coronaropathies, donc les problèmes de cœur, mais aussi forcément par conséquence les problèmes au niveau de la tête avec les risques d'AVC.
Docteur Bernard, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur le sujet ? Non, c'est effectivement une information importante et normalement tout bilan de dysfonction de l'érection doit comporter une valence cardiovasculaire. Où se situe la douleur en cas d'AVC ? Elle se situe dans la tête ou dans le bras, comme on le dit souvent ? Non, le bras, c'est plutôt bras et mâchoire, c'est plutôt l'infarctus du myocarde, donc une artère du cœur qui se bouche. Les maux de tête dans les accidents vasculaires cérébraux surviennent plutôt quand on a une hémorragie, donc dans 20% des cas. Et c'est souvent une erreur de croire que on peut faire un accident vasculaire plutôt ischémique avec des maux de tête. C'est pas quelque chose de fréquent. En tout cas, c'est pas le premier signe. Et si on a des symptômes neurologiques que l'on va certainement décrire, sans maux de tête, ça ne doit pas nous rassurer. Oui, on peut y aller justement sur la description des symptômes qui doivent alerter et se dire qu'on fait peut-être un AVC. Alors, on a une perte de force musculaire qui, en général, est limitée à la moitié du corps. Alors, ça peut être juste au niveau de la tête, juste au niveau du bras, juste au niveau des jambes, mais ça peut être aussi vraiment la moitié. Si on a une faiblesse musculaire au niveau des deux bras, il faudra chercher plutôt une autre cause. Est-ce qu'il y a dans cette moitié, est-ce qu'il y a un côté qui est privilégié, c'est-à-dire le côté gauche plutôt que le côté droit, ou pas du tout ? Pas du tout. Non. Ça dépend de quelle artère est touchée, de quel côté du cerveau l'artère se bouche, en fait. On a des difficultés de parole, soit on a des difficultés de prononciation, qu'on appelle la dysarthrie, soit on a des difficultés à trouver ces mots, ou alors on va soit inverser les syllabes, parler en verlan, mais quelque chose qui est inhabituel chez la personne, soit carrément inventer des mots. On a aussi des troubles de la vue, des troubles de l'équilibre et des troubles de sensibilité. C'est-à-dire quand on touche quelque chose et qu'on le perçoit différemment, ça doit nous alerter et il vaut toujours mieux consulter dans le doute plutôt que de laisser un accident vasculaire s'installer, puisque dans le traitement, c'est vraiment la rapidité de prise en charge qui compte. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous conseillez à quelqu'un qui soupçonne, qui fait un AVC et qui est tout seul. Parce qu'on parle toujours de la rapidité d'action, on dit toujours il faut agir très très vite, il faut agir dans les 3 heures à peu près. Quand vous êtes tout seul et que vous faites un AVC, qu'est-ce que vous faites ? Alors, je peux... Allez-y, Dr Mekadem. Du coup, si vous êtes seul et que vous reconnaissez des signes typiques comme l'installation brutale d'un déficit moteur ou sensitif, ou alors une aphasie, mais là ce sera une aphasie, c'est-à-dire une difficulté du langage, mais là ce sera beaucoup plus compliqué pour appeler quelqu'un, mais en tout cas s'il n'y en a pas mais qu'il y a un déficit, eh bien seul il faut appeler le 15 pour déclencher rapidement ce qu'on appelle par la suite une alerte thrombolyse, c'est-à-dire le processus qui va permettre dans les 4h30 d'agir rapidement, de faire l'imagerie et de déboucher ou non si besoin l'artère qui est bouchée. Alors quand on dit rapidement, c'est quoi le délai qu'on a ? Il y a pas mal d'idées reçues d'ailleurs sur ces délais. 4h30, entre l'apparition des symptômes et le moment où on peut initier le traitement. Donc quand on est à Paris, où on a un accès assez rapide à ce qu'on appelle une unité neurovasculaire, c'est facile. Quand on est en province, un peu éloigné, ça peut être effectivement plus compliqué. En sachant qu'avec les embouteillages parisiens, le SAMU, en fonction des horaires, voit son temps de trajet qui est parfois augmenté de 20 minutes pour passer de la rive droite à la rive gauche. AVS, à votre santé, on parle de l'AVC. C'est un sujet qui fait très très peur aux gens, l'AVC, presque plus peur aujourd'hui que le cancer. Mais s'il y a un message qu'on voudrait faire passer ce matin, c'est que l'AVC, ça se soigne et qu'on récupère d'un AVC, docteur Mathieu Bernard. Alors, on récupère, pas systématiquement malheureusement, mais on récupère grâce à de la rééducation. Et on sait maintenant que le cerveau dispose de ce qu'on appelle une plasticité, c'est-à-dire qu'il est capable d'évoluer en permanence. On pensait qu'on avait un nombre de neurones fini et qu'à partir de 20 ans, il ne cessait de diminuer. On s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Et donc, effectivement, les chemins qui permettent à l'influx électrique de passer peuvent être détruits, mais le cerveau est capable. Alors, encore une fois, c'est pas en 5 minutes et ça prend du temps, beaucoup de rééducation, beaucoup d'efforts, mais on voit des patients récupérer. Mais ils changent de chemin alors dans ces cas-là. C'est ça, c'est-à-dire qu'ils créent des va apprendre à prendre non pas des raccourcis, mais plutôt des déviations pour faire la même chose. Et puis on a aussi les progrès des implants qui permettent
maintenant transformer de la pensée en mouvement chez des personnes. Alors, c'est pas forcément dans les AVC, c'est peut-être plus chez les patients qui ont des problèmes au niveau de la moelle épinière. Mais on sait que la recherche progresse dans ce domaine et vraisemblablement on arrivera à récupérer davantage encore dans les années à venir. Parfois, il faut réapprendre à marcher, à parler, restaurer la mémoire. Hein, c'est beaucoup de choses. À rebouger un bras, Dr Macadam. Cependant, il faut souligner quand même que l'AVC, ça reste une des causes principales de handicap acquis en France. Donc, faut le savoir. Certes, on peut récupérer d'une certaine manière, d'ailleurs, si on est pris en charge rapidement et qu'on a une bonne rééducation. Mais il faut savoir que beaucoup de personnes, quand même, gardent des séquelles de leur AVC, avec souvent un handicap moteur résiduel. C'est un sujet dont on parle souvent avec vous, hein, docteur Mathieu Bernard. Est-ce que l'AVC, c'est la maladie de l'hypertension ou alors, pas que plus que la maladie de l'hypertension, il faut que vos auditeurs se rendent compte qu'on est dans des maladies de civilisation. C'est-à-dire que c'est notre façon de vivre, notre hygiène de vie qui nous prédispose à la survenue de ces maladies. L'hypertension artérielle, oui. On a déjà fait quelques émissions sur le sujet. Mais on pourrait en faire tous les jours tellement c'est un sujet que les gens ne maîtrisent pas en fait aujourd'hui. Je pense que la prévention en termes d'hypertension, on est loin de ce que ça devrait être. Walid Mekadem, vous, je sais que vous allez beaucoup envahir la prévention très prochainement. Je pense que vous devriez justement faire des vidéos sur l'hypertension. C'est un grand sujet, hein, parce que, entre autres. En tout cas, en médecine générale, on en voit beaucoup. Souvent déjà... le terme que je vais utiliser, c'est souvent elle n'est pas traitée, des gens qui ont de l'hypertension depuis longtemps sans forcément le savoir et à un certain degré d'ailleurs, et qui laissent traîner ça, et forcément de la pression haute dans les tuyaux pendant longtemps, au bout d'un moment ça fait des dégâts. Mais c'est pas la maladie que de l'hypertension, il y a d'autres facteurs de risque. Les facteurs de risque cardiovasculaires, donc, qui sont le diabète, les taux de cholestérol élevés, le tabac, la sédentarité, le surpoids, le stress. Tout ça sont les facteurs qui favorisent l'accident vasculaire cérébral. Donc plus on en a, évidemment, plus le risque augmente. Je tiens à appuyer sur le tabac, parce que c'est quand même un des facteurs évitables sur lequel vraiment on peut jouer en termes de prévention, que ce soit pour l'AVC ou toutes les autres pathologies cardiovasculaires et même le cancer. Le tabac, mais encore pas que. D'ailleurs, en termes de tabac, c'est compliqué de faire arrêter les gens de fumer. C'est très compliqué. Je peux raconter une anecdote ? Oui. J'ai un patient qui revient du voyage à l'étranger, qui a fait un accident en voiture là-bas. Donc les airbags se sont enclenchés et suite à cet accident, il a présenté des grosses douleurs au niveau de la poitrine. Je trouvais ça un peu bizarre, je dis on va faire un scanner. Au scanner, qu'est-ce qu'on retrouve ? On trouve une fracture du sternum, donc l'os qu'on a ici au milieu de la poitrine. Donc bon, pas grave, mais ça explique les douleurs. Par contre, le monsieur qui n'est pas du tout médecin, qui voit les images du scanner, il dit « Docteur, c'est quoi cette grosse bulle ?» Donc on a l'image des poumons et on a une grosse bulle noire. Je dis ça c'est de l'emphysème en fait. Ça c'est une partie du poumon qui n'existe plus. Elle est morte à cause de la consommation de tabac pendant des années. Et là, paf, traumatisme. Et là il y a eu le déclic qui a dit j'arrête de fumer. Ouais, comme quoi parfois une image. Voilà. Ouais, mais il faut être concerné et être au pied du mur pour s'arrêter. On va s'intéresser au vrai faux de l'AVC, docteur Bernard. On dit de l'AVC que ça ne touche que les personnes âgées. C'est faux. C'est faux. Pourquoi on disait ça ? Parce que ça a peut-être été vrai à une époque, non ? Alors, il y a un phénomène récent, effectivement, qui est l'apparition de la contraception orale chez les femmes, et surtout quand c'est associé au tabac, puisque la contraception orale entraîne des perturbations de la fabrication des graisses dans l'organisme. Donc là on parle de pilules, c'est ça ? C'est contraceptive. C'est l'œstroprogestative, quand il y a des œstrogènes en fait dedans. Parce qu'il y a différentes quand même classes de famille et il y en a qu'on évite quand il y a des facteurs de risque cardiovasculaire et du coup d'autres qu'on recommande en contrepartie. On peut quand même avoir une contraception, c'est ce que je veux dire en fait. C'est pas toutes les pilules qui sont entre guillemets forcément à grand risque d'engendrer ce genre de problème. Mais il y a la grande catégorie des pilules classiques œstroprogestatives, celles qu'on prend en général sur 3 semaines, après une semaine de pause et qui miment le cycle normal. Eh bien évidemment, si on est fumeur, qu'on a du cholestérol, diabète et tout ça, on la déconseille. Et surtout aussi à partir d'un certain âge, au-dessus de 35-40 ans, on préfère éviter ce genre de pilules. Et ensuite, on a une autre cause d'accident vasculaire cérébral
qui est une variation de la normale. On ne peut pas parler d'anomalie puisque c'est présent dans un tiers de la population. C'est un petit défaut d'étanchéité dans la paroi qui sépare les deux oreillettes l'une de l'autre, qui s'appelle un foramen ovale perméable. Et à cet endroit-là, il peut y avoir une petite formation de caillot, et si ce caillot part, ça peut monter au cerveau. Et donc, comme on est quasiment avec ce petit trou, ça peut survenir à n'importe quel âge. Est-ce qu'on peut faire un AVC asymptomatique sans s'en apercevoir? Vrai ou faux? Vrai qui répond. C'est le problème en fait des petits AVC qui s'installent de manière progressive dans le temps, et c'est au moment où justement on en a fait beaucoup qu'on peut avoir des symptômes neurologiques qu'on va classer un peu dans ce qu'on appelle les démences vasculaires, c'est-à-dire un certain âge, des personnes qui vont avoir des troubles de la mémoire, c'est surtout ça, un trouble de la mémoire, qu'on va catégoriser parfois rapidement maladie d'Alzheimer. Et non, il faut savoir que les problèmes cognitifs, certes, il y a les maladies neurodégénératives comme Alzheimer, mais il y a aussi tout ce qui est vasculaire, lié justement à des micro-AVC qui sont installés pendant des années et qui vont mimer après du coup les symptômes qu'on connaît dans la maladie d'Alzheimer par exemple. D'accord. Et alors dans ces cas-là, comment on sait qu'on a fait un AVC asymptomatique? On le découvre de façon fortuite en général sur une imagerie médicale, donc IRM, scanner. D'accord. Mais c'est vraiment sans symptômes et la personne... Si c'est une zone du cerveau qui n'a pas de traduction quand elle se met à dysfonctionner par l'apparition d'un symptôme, ça peut passer inaperçu, effectivement. Alors, il est possible de prévenir les risques d'AVC, vrai ou faux? Vrai, si on agit sur les facteurs de risque cardiovasculaires. Et quand on a des facteurs de risque cardiovasculaires, eh bien, le dépistage des maladies cardiovasculaires, donc par la réalisation de Doppler, comme on l'a dit en début d'émission, pour le cœur par la réalisation de tests d'ischémie, scintigraphie myocardique d'effort, IRM de stress ou échographie d'effort, et coroscanner pour le versant morphologique anatomique, permettent là aussi de faire du dépistage en prévention primaire, c'est-à-dire qu'on arrive avant les dégâts, et en prévention secondaire, on arrive après la bataille, malheureusement. Monsieur le docteur, maintenant je vais vous demander d'essayer de remonter votre micro. Micro. C'est votre matériel. En fait, notre matériel qui a passé un été assez... Je sais pas ce que vous avez fait avec les micros. Mais je sais pas ce qui s'est passé avec les micros. Vous faites bien de le faire remarquer, mais il faut remonter les micros. Plus l'AVC est important, plus les séquelles seront graves. Vrai ou faux? Ah là, c'est une colle pour moi. Vrai, puisque plus on a de volume cérébral touché, plus on a une traduction par des symptômes. Un sujet pour vous. L'apnée du sommeil est un facteur qui favorise l'AVC. Vrai ou faux? L'apnée du sommeil, c'est une bombe atomique qu'il convient de ne surtout pas négliger parce que ça entraîne tout un tas de conséquences qui ont vu par exemple des gens traités pendant des dizaines d'années par des traitements antidépresseurs alors qu'ils faisaient simplement des apnées du sommeil, et le traitement des apnées a permis de guérir de leur dépression. Ça, c'est un exemple, mais on sait que ça favorise les troubles de l'érection, ça favorise l'apparition du diabète, ça favorise les problèmes d'arythmie, ça favorise les ralentissements excessifs du cœur qui nécessitent la mise en place de pacemakers, les accidents vasculaires cérébraux, l'insuffisance rénale, j'ai dû en oublier encore, l'hypertension artérielle, merci. C'est vraiment quelque chose de gravissime. D'ailleurs, souvent, c'est à rechercher quand on a quelqu'un d'hypertendu, très mal équilibré, avec lequel on a du mal justement à ajuster la tension avec les traitements classiques. Et on se dit, pourquoi? Le monsieur est déjà sous trithérapie, 3 médicaments, la tension toujours haute. Des fois, il y a de l'apnée du sommeil qui dysrégule le système. Vrai ou faux, il n'existe pas de traitement pour soigner l'AVC? Faux. Ouais, ça dépend comment on entend la question. Une fois qu'il est installé, l'installer. Après, si on parle de prévention, si on parle de récupération... Non, mais après, pour soigner. Pour soigner, on l'a dit, dans les 4h30 qui suivent l'apparition des symptômes, on peut faire ce qu'on appelle la thrombolyse, qui convient à mettre du destop dans les tuyaux pour venir dissoudre le caillot. Le problème de ce destop, c'est que ça va dissoudre tous les caillots qu'on peut avoir. Et on peut avoir un petit caillot à un endroit parce qu'il y a eu une effraction vasculaire et que le corps, un petit peu comme quand on se coupe, il va y avoir une croûte qui se forme et qui empêche le sang de sortir. Et si on a dans l'organisme d'autres endroits
où il y a eu des petites effractions qui sont passées inaperçues, et ben ça va enlever ce petit caillot qui bouchait l'artère, et ça peut avoir comme conséquence d'autres saignements ailleurs, y compris dans le cerveau. On parle de l'AVC ce matin avec mes deux invités, le docteur Mathieu Bernard qui est avec nous et le docteur Walid Mekedem qu'on retrouve sur les réseaux sociaux et qui est notre docteur permanent sur Beurre FM. D'ailleurs, vous êtes là tous les sports du mois de Ramadan. C'est que j'ai proposé, docteur Bernard, je vais le faire officiellement, au docteur Mekedem de me remplacer dans la présentation d'AVS. Parce que moi, oui. J'ai pas le niveau. Parce que je lui ai dit, voilà, moi, il faut quand même que je pense faire à autre chose. Et je pense que le docteur Mekedem, il serait parfait pour présenter AVS. Et vous allez cartonner, Doc, en plus. J'ai pas votre expérience. Non, mais justement, vous la ferez et vous apprenez vite. D'ailleurs, vous avez des beaux projets en ce moment, notamment qui concernent la prévention. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Voilà. Je me suis fait un peu de pub, je me suis permis, Philippe. Non, mais vous avez raison, parce que c'est vrai qu'aussi, c'est important. Et de toute façon, il n'y a pas de concurrence, en fait. Je pense que tous, autant qu'on est, on travaille sur le même secteur d'activité qui est la prévention. Et d'ailleurs, j'invite les autres professionnels de santé à créer peut-être leur chaîne YouTube, etc., afin de développer un écosystème, entre guillemets, de santé sur YouTube, sur les réseaux, pour que justement, ça puisse grossir. Je pense pas que de manière individuelle, chacun de son côté, on puisse mettre en avant les problèmes de santé, etc. Il faut vraiment qu'il y ait plusieurs personnes dans un même groupe. D'ailleurs, c'est du marketing ça, mais vous allez voir, souvent, vous sortez d'une gare, il va y avoir des hôtels les uns à côté des autres. On pourrait imaginer qu'ils se font la concurrence, que ça pourrait pas marcher, que c'est une mauvaise idée de mettre un hôtel. C'est faux. Au contraire, il faut créer l'écosystème. Il faut toujours s'installer à côté d'un restaurant qui fonctionne. Exactement. Surtout s'il est toujours plein. Voilà, donc comme faut ça, pas avoir vous récupérez la clientèle. Il faut faire attention parce que sur les réseaux sociaux, souvent les gens ont tendance à faire la même chose et à se copier. Donc on est sur une information qui tourne en rond. On va parler de la rééducation tout à l'heure parce que c'est important de parler de rééducation en termes d'AVC. Parce que, et vous le disiez tout à l'heure, docteur Bernard, le cerveau est impressionnant et on voit qu'il peut refabriquer des connexions. Et on l'a vu avec notamment un grand patron, l'ancien patron du groupe PSA qui a fait un AVC, qui a raconté son expérience, comment il a réappris à parler, comment il a restauré sa mémoire et comment il a réussi à récupérer de son bras avec un système de glace à l'envers pour lui faire des mouvements inversés. Je connaissais cet exercice parce que j'ai fait un stage en rééducation. Ouais. Et effectivement, pour des gens qui ont une hémiparésie, etc., c'est-à-dire un membre qui fonctionne moins bien, en fait, ils mettent une glace, par exemple, entre leurs jambes. Et du coup, en faisant marcher la main qui fonctionne bien, et ben dans le miroir, ils ont l'impression de voir leur main droite, par exemple, qui ne fonctionne pas, en train de fonctionner. C'est génial, comment on leurre le cerveau. Voilà, exactement. C'est incroyable. Et quand ça m'a impressionné, c'est vrai. Alors, la question qui revient souvent pour des personnes qui ont fait un AVC, c'est comment prévenir la récidive. La récidive, est-ce qu'elle est systématique ou une fois qu'on est sorti d'un AVC, on est tranquille ? On est tranquille relativement à condition de prendre un traitement préventif. Si on reprend, quelqu'un fait un accident vasculaire cérébral et on lui met le D-stop dont on parlait tout à l'heure, ça revient à ramoner une cheminée encrassée. Le problème, c'est qu'une fois que vous avez ramené votre cheminée et qu'elle est propre, si vous continuez à faire du feu dans la cheminée, ça va s'encrasser de nouveau. Et bien là, c'est pareil. Dès lors qu'on a fait un caillot, ou ce qu'on appelle une thrombose, c'est-à-dire un bouchon au niveau d'une artère, et que ce soit au niveau du cerveau, au niveau du cœur, au niveau des jambes, eh bien, il va falloir donner un traitement préventif pour éviter que ça ne revienne. Donc on est là dans la prévention secondaire, mais dès lors qu'on a fait un accident vasculaire cérébral, il va falloir traiter pour prévenir une récidive. C'est aussi un message, peut-être aussi le moment de changer sa vie, enfin de la façon dont on vit un AVC. De toute façon, je dis toujours, la maladie, c'est le mal à dit. Voilà, c'est... Dans le langage des oiseaux. Exactement. À un moment, le corps parle pour vous dire stop. Voilà, maintenant, on va changer un petit peu les choses, que ce soit pour l'AVC ou pour autre chose. Et évidemment, il faut revoir un petit peu son mode de vie. C'est la solution. Comme je dis, déjà, de base, évidemment, on ne va pas guérir tout comme ça et on ne va pas tout prévenir, mais si on mange mieux, qu'on bouge plus, qu'on est un petit peu moins stressé, on pourrait déjà éviter beaucoup de choses. Après, c'est plus facile à dire qu'à faire, c'est vrai, mais déjà, c'est une vérité. C'est une vérité. Alors comment est-ce qu'on a démontré que le stress avait un lien avec un AVC ou est-ce qu'on ne l'a pas démontré, docteur Bernard ? C'est une bonne question. Le problème du stress, c'est c'est quelque chose de subjectif.
qu'il est difficilement quantifiable. On a des échelles de stress, mais qui sont fastidieuses et qui sont imparfaites. Et c'est beaucoup plus difficile à évaluer qu'une mesure de tension artérielle, qu'une consommation de cigarettes ou qu'un taux de cholestérol, par exemple, ou un taux de sucre. Donc les médecins ont malheureusement tendance à s'en désintéresser. Et puis si on veut aller au fond des choses, ça prend du temps. Et malheureusement, le temps est réduit, le temps de consultation est réduit. Et donc on va plutôt agir sur le symptôme en donnant des médicaments, ce qu'on appelle des anxiolytiques, des médicaments qui vont tuer l'anxiété, mais sans résoudre véritablement le problème. Alors vous êtes un spécialiste de la gestion de stress, Mathieu Bernard. Ouais. Donc quelle serait l'application de la prise en charge de quelqu'un qui a fait un AVC au niveau du stress? Comment vous évaluez ça? En plus du stress, on sait que comme dans l'infarctus du myocarde, donc l'infarctus au niveau du cœur, dans les accidents vasculaires cérébraux, il y a souvent une dépression qui suit l'entrée de la maladie, entre guillemets, dans la vie. Il faut faire le deuil de la vie d'avant quand tout allait bien, et maintenant, si on a des séquelles, il faut l'accepter. Et, c'est vrai de toutes les maladies, d'ailleurs, de toutes les maladies chroniques. Et donc, il faut une prise en charge psychologique, c'est important. Et après, on a toutes les méthodes de gestion du stress qui passent par la méditation pleine conscience, la cohérence cardiaque. Ça, c'est intéressant parce qu'on peut le faire tout seul. Et après, on peut se faire aider. Moi, vous savez que je suis un fervent partisan de l'hypnose qui rend des services incroyables. Donc, en tout cas, vous l'utilisez comment, l'hypnose, justement, pour le stress? Dans la gestion du stress. Il faudrait que vous veniez faire une séance avec moi. Vous avez déjà testé sur Mona, on a vu ce que ça a donné. Mona qui est l'animatrice du matin sur Beurre FM, qui n'osait pas s'engager sur les grandes routes ou sur le périph' en voiture. Bon, aujourd'hui, elle n'a plus de points sur son permis. Alors, effectivement, Dr Bernard, vous avez agi. Mais est-ce que c'était pour son bien? Je ne sais pas. En tout cas, le stress. Pour moi, c'est le mal du siècle. Souvent, on entend problème de dos, c'est le mal du siècle, etc. À chaque fois qu'il y a un problème, qu'on voit régulièrement en consultation, on peut retrouver justement du stress parfois. Typiquement, je parlais du mal de dos. Il n'y a jamais quelqu'un qui est entré dans le cabinet avec le dos bloqué qui est au top de sa forme. Si vous posez des questions, il est trop fatigué, trop stressé, etc. Les problèmes de peau, quelqu'un qui fait une poussée d'eczéma ou qui fait une poussée de psoriasis, vous cherchez, il est stressé. Quelqu'un qui fait un pic de tension, pas forcément tout le temps, mais voilà, vous posez des questions, etc. Franchement, en ce moment, ça va pas, trop de travail, je suis stressé, etc. Patati patata. Donc, peu importe la pathologie, l'élément du corps, etc., pas tout le temps, je dis pas tout le temps, mais parfois, en élément déclencheur, on peut retrouver justement le stress comme facteur déclencheur. Est-ce qu'on guérit d'un AVC ou ça devient une maladie chronique? Ou c'est considéré comme une maladie chronique d'ailleurs? C'est considéré comme une maladie chronique, mais on peut avoir un accident vasculaire cérébral et ne pas avoir de séquelles, on l'a dit, ou on peut avoir un accident vasculaire cérébral et récupérer des séquelles, mais on a fait cet accident et dès lors qu'on en a fait un, on est susceptible d'en refaire un. Donc la prévention est vraiment primordiale. Et à noter que, on parle du cerveau là, mais évidemment, le reste du corps, on parle de tuyaux. Des tuyaux, il y en a partout. Si on a eu un accident vasculaire au niveau du cerveau, on peut très bien aussi en avoir ailleurs, d'où l'important justement de bien faire le contrôle de tous les facteurs de risque cardiovasculaire et puis d'avoir un examen clinique complet, pas uniquement axé sur le cerveau. On dort beaucoup après un AVC, pourquoi? Est-ce qu'il y a une explication? Je sais pas. Non, franchement, aucune idée. J'avais même pas de notion de. J'avais pas cette notion de. Les gens se plaignent d'une grande fatigue et de beaucoup dormir. Ok. Écoutez, j'ai pas la réponse. Je n'ai pas la réponse. Bon, en fait, on a deux choses à chercher en fait, finalement. L'infarctus et pourquoi est-ce qu'on dort. Exactement. L'étymologie du mot infarctus et pourquoi on dort. Ok, on cherchera. Bien, vous retrouverez toutes les informations. Alors vous réécouterez le podcast de l'émission sur beurrefm.net et sur aujourd'hui sur tous nos partenaires, sur toutes les plateformes qui reprennent AVS. Vous verrez l'émission sur la chaîne YouTube d'AVS. On vous retrouve sur les réseaux, Walid Mekedem. Sur YouTube, oui, principalement. Je vous laisse vous abonner. On approche des 100 000 abonnés. Alors, est-ce que vous pouvez peut-être nous informer en exclusivité de ce qui va se passer dans les prochains mois? Parce que moi, et je ne voudrais pas le dire moi-même, Walid Mekedem, donc je vous laisse annoncer. Je vais dire ce sur quoi Philippe insiste. Il voudrait que je réalise une coloscopie.
Non, filmer. Voilà. Filmer, évidemment, voilà, filmer. En prévention. Et je pense que c'est important que les jeunes médecins, votre génération, je pense que c'est important, puissent justement donner l'exemple. Et alors surtout, je vais vous dire, ça c'est un examen qui est super tabou en plus. Donc, on parlait de la dimension psychologique tout à l'heure, Mathieu Bernard, donc il y a beaucoup de travail à faire. Mais c'est à vous, à votre génération, Walid, de le faire et de montrer l'exemple en disant, voilà, il faut faire cet examen. Ok, c'est pas rigolo, je vous montre l'exemple. Allez-y. Okay. La vidéocoloscopie arrive, mais petit spoil, ce sera pas moi qui la passera. Mais je serai là pour commenter. Donc abonnez-vous, vous la verrez bientôt. Ouais, bon, est-ce que ça fera autant de vues? Je sais pas. Je sais pas, on verra les abonnés. Allez-y. Bien. Et vous êtes sur quel réseau alors en ce moment? Oh bah j'ai YouTube et bah, après c'est Instagram et TikTok, les petites capsules vidéo courtes d'1 minute. Docteur Mathieu Bernard, alors moins présent sur les réseaux. Hein. Vous avez votre blog Punta. Ouais. Punta. Mais c'est compliqué, c'est un autre métier. Bon, c'est un autre métier, on ne peut pas tout faire. Comme j'enseigne aussi dans une école d'hypnose, il faut que du je fais temps. de l'hypnose et que je fais de la cardiologie. Et ça veut dire qu'il faut que je fasse un 4e métier. Là, ça commence à devenir plus compliqué. le temps que vous consacrez aux auditeurs de Beurre FM qui constateront aujourd'hui sur la vidéo que vous n'avez pas mis de t-shirt avec l'une de Mais vos non, idoles. je les ai tous éclusés. Ah, il n'y en a plus. Donc c'est ça, c'est envoyer vos dons, des nouveaux t-shirts pour le docteur Mathieu Bernard. Et on attend que Walid Mekadem donc, nous invite pour manger le fameux couscous au poisson. Puisque vous avez fait des économies, Walid. C'est vrai, c'est très bon le couscous au poisson. Pour ceux qui n'ont jamais mangé, je vous le conseille. Et c'est grâce à Philippe que j'ai découvert ça. Et puis, Non, et docteur Alouche. Et docteur Alouche, oui, ouais. c'est vrai. Mais on attend que vous nous invitiez avec le docteur Bernard pour lui faire partager. Ok. C'était très salé pour la pression artérielle, c'est pas très très bon. Et les boulettes étaient maxi aussi. Maxi salé, ouais. Je pense qu'on a fait un petit pic de tension juste après. Je pense ça. Mais en plus, vous avez repris du rap de boulettes. Oui, c'est vrai. Faut pas l'inviter. Pas grave, je fais du sport. Déjà, j'ai mis 50 minutes pour venir ici en vélo. C'est bien. Voilà. Beurre FM. Bon, en tout cas, c'était un plaisir de vous avoir tous les deux sur Beurre FM. Passez une très très belle journée santé à l'écoute de nos programmes.